Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va de nouveau parler des bases de la chimie organique. Et exactement comme j'ai fait pour l'épisode 1, je vous propose aujourd'hui dans cet épisode de faire des petits exercices d'application pour essayer de voir si on a bien compris tout ce qu'on a pu voir dans l'épisode précédent. Et j'ai oublié de préciser, mais il y aura aussi des compléments sur des choses que j'ai pas abordées dans la vidéo précédente, notamment sur la distinction électron de cœur, électron de valence, et sur les remplissages des configurations électroniques des ions. Donc quel ion j'enlève quand je crée des ions chargés positivement, enfin quel électron j'enlève quand je crée des ions chargés positivement, et où est-ce que je rajoute mes électrons quand je crée des ions chargés négativement. Voilà. Donc les exercices d'application, je vais vous les présenter juste ici. Je vais commencer par vous donner les énoncés. Ensuite, je vous invite à les chercher, puis je vous montrerai la correction. Donc dans un premier temps, en termes de cours purs, je vous demande de rappeler les 4 nombres quantiques, comment est-ce qu'on les représente, donc quels symboles on utilise, les valeurs qu'ils peuvent prendre, et qu'est-ce que c'est leur signification physique, à quoi est-ce qu'ils renvoient, donc qu'est-ce qui est quantifié en fait par ces nombres quantiques. Ensuite, dans un second temps, je vous demande de rappeler les différentes règles qu'il faut connaître, donc notamment la règle d'exclusion de Pauli, la règle de Hund et le principe de Kleczkowski. Donc voilà, d'essayer de réénoncer ces règles-là et de voir si vous êtes capable de restituer ce qu'ils veulent dire. Ensuite, en termes d'exercice d'application cette fois-ci, donc je vous demande de donner les configurations électroniques du sélénium, le numéro atomique étant 34, de l'argent, le numéro atomique étant 47, et du plomb, le numéro atomique étant 82. Et enfin, je vous demande du coup de remplir ce diagramme justement dans le cadre du plomb, qui est donc 82 protons. Et également, une fois que vous aurez donc rempli ce diagramme donc d'orbital, de retrouver, d'entourer en tout cas, les différents électrons qui correspondent donc à ces quadruplés de nombres quantiques. Donc le premier c'est n égale 3, l égale 2, ml égale -1, ms égale -1,5. Le deuxième n égale 4, l égale 3, ml égale 2 et ms égale 1,5. Et enfin le dernier, n égale 4, l égale 1, ml égale 0 et ms égale 1,5. Ok, donc voilà, je vous invite à aller chercher tout ça, et puis moi je vais passer à la correction juste après. Et juste, j'ai également oublié de préciser que dans l'exercice où je vous demande de remplir les orbitales du plomb, il y a certaines orbitales que j'ai pas dessinées et dont vous aurez besoin pour remplir. C'est-à-dire que si jamais vous comptez, vous avez trop d'électrons à mettre dans pas assez d'orbitales. Du coup, en gros, je vous demande d'en plus dessiner et donc toutes les orbitales dont vous aurez besoin et évidemment donc pour voir si jamais vous êtes capable de les dessiner et en parallèle de les remplir derrière. Vous verrez, j'ai corrigé tout ça juste après. Donc si vous êtes encore là, c'est que j'estime que soit vous voulez avoir les corrections sans faire les exercices, soit vous les avez déjà fait, mais dans ce cas c'est super. Je vais corriger tout dans l'ordre, donc si jamais vous avez bloqué quelque part, on va tout reprendre dans l'ordre. Alors pour ça je vais récupérer la petite feuille de l'épisode précédent pour pas forcément avoir à écrire plein de trucs. Donc on va commencer par rappeler les 4 nombres quantiques. Donc les 4 nombres quantiques, je les avais écrits juste là. Tac. On rappelle donc qu'on a le premier c'est n, c'est le nombre quantique principal. Le deuxième c'est l, c'est le nombre quantique secondaire, aussi appelé parfois nombre quantique azimutal. Ensuite on a ml, c'est donc le nombre quantique magnétique principal. Et ms, qui est le nombre quantique magnétique de spin. On a vu que n renvoyait à la quantification de l'énergie de notre électron, l renvoyait à la quantification de son moment cinétique, ml à la projection de son moment cinétique sur un axe en particulier, et ms c'était son spin. Donc son moment magnétique de spin. Ok. On a vu que les valeurs que ces nombres quantiques là pouvaient prendre, n pouvait prendre donc des valeurs entières entre 1 et plus l'infini, mais du coup c'est donc un entier naturel non nul, que l prenait des valeurs entre 0 et n-1, 0 inclus et n-1 inclus, et c'est des valeurs entières, que ms valait soit -1,5 soit 1,5, et que ml du coup prenait des valeurs entre -l et l, et donc en tout prenait 2l plus une valeur. Ok. Dans un second temps, je demandais de rappeler les règles d'exclusion de Pauli, la règle de Hund, le principe de Kleczkowski. Donc en gros, la règle d'exclusion de Pauli, ça nous dit que puisque les électrons sont des fermions, on ne peut pas avoir dans un atome deux électrons qui ont le même quadruplé de nombres quantiques. Okay. La règle de Kleczkowski, c'est aussi le principe de Love-Bow, donc principe de construction. Ça nous dit, c'est une règle empirique qui a pour volonté d'essayer de nous expliquer comment est-ce qu'on va devoir remplir nos différentes configurations électroniques. Ça nous dit donc qu'on va remplir les orbitales atomiques par niveau de n plus l croissant, et en cas d'égalité par niveau de n croissant. Donc ça nous explique qu'on va par exemple remplir la 1s avant de remplir la 2s. Et enfin la règle de Hund nous explique que lorsqu'on va venir concrètement remplir des orbitales, on va tendance à venir toujours maximiser le spin global de la configuration électronique de l'atome, c'est-à-dire d'essayer de maximiser le nombre de spins parallèles. Le principe sous-jacent ici derrière, c'est que c'est plus stable pour un atome d'avoir des spins alignés que d'avoir des spins qui ne sont pas alignés, parce que ça lui demande plus d'énergie d'avoir des spins pas alignés. Ok, donc ça c'est tout ce qui était en termes de cours, c'est cool de connaître ces règles-là, c'est des trucs qui vont être utiles. Maintenant on va passer les exercices d'application que je vais donc corriger en noir. En premier on nous demande donc de donner la configuration électronique du sélénium, donc d'ailleurs je ne vais pas forcément préciser mais on va essayer de justifier tout ça. L'idée c'est que du coup on va utiliser la règle de Kleczkowski pour remplir cette configuration électronique. On rappelle donc qu'elle nous dit qu'on va remplir tout ça par nombre de n plus l croissant et en cas d'égalité par nombre de n croissant. Sauf que si vous vous souvenez bien, moi je vous conseille de plutôt que d'essayer de
refaire à chaque fois tout le calcul de toute la construction qu'on avait pu faire la dernière fois en prenant n égale 1, puis n égale 2, puis n égale 3, et à chaque fois en voyant tous les différents cas possibles, donc en fait, qui était quelque chose de très très long. En fait, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer simplement de visualiser après le tableau périodique dans votre tête, donc typiquement le tableau périodique que j'ai fait représenter ici. Puisque du coup ici on voit complètement, premièrement la couche 1s qui est remplie par l'hydrogène et par l'hélium, ensuite deuxièmement la couche 2s qui est là, puis la couche 2p, puis la 3s, puis la 3p, puis la 4s, la 3d, la 4p, et forcément on est en fait dans l'incapacité de se tromper si on a, en cas d'ordre, hein, si on a cette esquisse de tableau qui est dans notre tête. Alors bon donc le sélénium c'est la position numéro 34, c'est cool de pouvoir connaître ici les positions des dernières colonnes, donc ici c'est 2, ici c'est 18 et 36. Évidemment, si on s'intéresse à la position 34, ça veut dire qu'on est donc en fait dans cette case-là pour le sélénium. Donc on va pas avoir besoin ici de compléter notre tableau plus que ça. On voit donc directement qu'on va avoir la couche 1s remplie, 2s remplie, 2p remplie, 3s remplie, 3p remplie, 4s remplie, 3d remplie, et 4p qui sera remplie de 4 électrons. On sait donc directement qu'on va s'arrêter à du 4p4. Donc autant l'écrire. On va avoir du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, et 4p4. Vous voyez qu'on peut faire ça très facilement, on a simplement besoin d'avoir pris une esquisse du tableau en tête. Le deuxième élément que je vous ai donné, c'est l'argent, qui est donc au numéro 47. Ici, si on reprend un peu notre esquisse de tableau, on voit qu'on va devoir, malheureusement, dessiner une case de plus, une ligne de plus en tout cas. Alors la ligne d'après, en fait, elle va avoir la même forme que la ligne du dessus. Donc elle va avoir en tout, ici 2 cases, ici 10 cases, et ici 6 cases. Ok, donc on va recompter. Si ici on est à 36, en tout, je vais rajouter 18 cases, j'arrive donc à 54. 54 c'est au-dessus de 47, donc c'est cool. Et en fait, si ici je suis à 37, là je suis à 38, en tout, je vais donc devoir rajouter 7 électrons de plus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon argent va donc se trouver là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, tout à fait. Argent 47. Ok. Donc encore une fois, on voit que cette esquisse du tableau nous permet très facilement d'atteindre ce qu'il faut. Évidemment, là on était à la 4p4, donc on va compléter jusqu'à 4p6. Ensuite, on va rajouter du 5s2, et ensuite on va commencer à remplir cette fois-ci la couche 4d. Et a priori, on va remplir en 4D. Attendez, est-ce que je me suis. Oui, non, ça j'arrive à 38, là j'arrive à 40. Donc on va remplir notre couche 4D. Avec a priori 6 électrons, si je ne me trompe pas. On va compter. Alors, donc on va commencer bien sûr par un S2, 2S2, je pense que vous connaissez la chanson, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 bien sûr, 4P6, 5S2. Et ensuite, là, du coup, il faut compter. On va remplir 9, parce que là, évidemment, on a 36, plus 2, 38. Et donc, pour arriver à 47, il faut qu'on en remplisse 9. Et donc, on va arriver à du 4D9. Ok. Ici, simplement, on peut avoir quelque chose qui nous alerte. Alors, la règle de Kleczkowski nous dit qu'on va remplir cette configuration électronique comme ça. Sauf que, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous avais dit que l'argent, c'était une exception de la règle de Kleczkowski. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retenir, mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Parce qu'en général, ce genre de pattern-là, des 5S2 et des 4D9, ou des 5S2 et des 4D4, c'est censé vous mettre un peu la puce à l'oreille parce que les couches 4D, elles n'aiment pas trop être remplies uniquement de 4 ou de 9 électrons. Alors on va voir l'idée un peu sous-jacente, c'est que lorsqu'on remplit la couche 4D9, en tout ça veut dire qu'on va caler 2 électrons par orbital atomique, des orbitales atomiques ici on en a 5, on cale 2 électrons dans 4 orbitales atomiques, et 1 électron dans une seule orbitale atomique. Et c'est un peu pas trop confortable de devoir choisir en particulier quelle orbitale atomique on remplit qu'avec un seul électron. Parce que des orbitales 3D il y en a plusieurs, et du coup c'est relou. Et donc la tendance, à avoir un électron qui va venir descendre de la couche 5s vers la couche 4D, de manière à complètement compléter la couche 4D, 4D10, comme ça on n'a plus à choisir quelle orbitale 4D on va laisser vide, enfin on va laisser partiellement vide, et à la place on choisit de laisser la 5s partiellement vide. On a les mêmes cas de figure lorsqu'on a du coup des situations en D4, donc des 3D4 ou 4D4, où on a tendance du coup à avoir un électron de la couche S précédente, donc de la 4S pour les 3D ou de la 5S pour les 4D, qui va venir descendre pour compléter parfaitement et se retrouver avec une situation D5. Donc typiquement, c'était le cas du chrome, où du coup on se retrouvait avec du 3D5 4S1, et du coup là ce serait le cas du technétium, du molybdène en 42. Je dis des bêtises. En tout cas ce serait le cas de l'élément qui est situé à 5 électrons de moins, quoi. Ok. Oui, non, c'est ça, je dis pas de bêtises, c'est bien molybdène 42, aucun souci. Ok, donc ici en fait on peut se douter qu'on va avoir un petit changement, check. Et qu'en fait on va plutôt avoir 5S1, 4T10. Cependant, on est d'accord, 5S1, j'ai mis 5S2, c'est 5S1, bien sûr. Simplement, la règle de Kleczkowski nous dit bien qu'on a eu 5S2, 4D9.
Et donc évidemment, si jamais vous devriez remplir en examen, vous préciserez que selon la règle de Kleczkowski, c'est 5S2, 4D9, et on ne pourrait pas vous compter faux, sauf si on vous écrit de manière extrêmement alarmante que l'argent est une exception à la règle de Kleczkowski. Enfin le plomb, alors bon le plomb du coup cette fois-ci on est obligé de faire une colonne de plus, et comme vous pouvez voir j'ai pas prévu suffisamment de place, donc je vais dessiner, alors je sais pas trop comment je me débrouille, moi je vais dessiner une colonne à côté, avec un peu de chance je l'ai là, non je l'ai pas non plus, mais évidemment j'ai dessiné 50 tableaux périodiques des éléments, et j'ai jamais pris la place de mettre une colonne avec suffisamment de place. Si, super, dans la toute première vidéo, super, voilà, ça fait des souvenirs. Dans cette toute première vidéo, donc là si on récapitule bien, ici on a numéro 2, numéro 10, numéro 18, numéro 36, numéro 54, et ensuite là si vous vous souvenez on a de nouveau un bloc de 2, de nouveau un bloc de 10, de nouveau un bloc de 6, et en plus on a un bloc de 14, qui va venir bien s'additionner au milieu. Ce bloc de 14 c'est quoi? C'est la couche 4F, la sous-couche 4F. Ok, du coup en fait je vous laisse le calcul, on va devoir ajouter, donc ici on a 54, faut qu'on rajoute 18 plus 14, donc on commence à rajouter un petit paquet, on arrive à 86. Ok. Nous notre but c'est d'ajouter le plomb c'est donc avant 86 puisque c'est 82, on a donc 86, 85, 84, 83, 82, le plomb se situe donc ici, 82. 82 pour le plomb. Ok, super. On voit que du coup, donc par rapport à tout à l'heure on avait rempli ici la couche 4P, puis la 5S, puis la 4D, puis la 5P. En fait, la 5P, on n'y avait pas encore touché, mais c'était la couche qui venait juste ensuite. Et là, du coup, pour atteindre le plomb, on voit qu'on va devoir remplir la 6S, puis la 4F, puis la 5D, et enfin, on va s'arrêter à la 6P. Et visiblement, on va s'arrêter à 6P2. Ce qu'on a en fait dans la 6ème ligne, dans le bloc P, et à la deuxième case. Donc bon, du coup, on sait qu'on va devoir bien compléter notre configuration électronique jusqu'à 6P2. Donc bon, allons-y. Alors je vais ici adopter une configuration un peu condensée, parce que ça va être long de devoir écrire tout de 1S jusqu'à 6P. Donc c'est la configuration du gaz noble précédent, le plomb. Donc ici c'est le xénon 54. Le xénon il s'arrête à 5P6. Donc en gros je suis en train de dire ici que je remplis tout de 1S2 jusqu'à 5P6. Donc autrement dit, c'est comme si j'avais continué argent avec 5P6 quoi. Et puis ensuite, simplement donc je vais avoir la 6S2, puis la 4F 14, puis la 5D 10, et enfin la 6P2. Je vous laisse calculer, mais on a bien 82 électrons. 54 plus 2 plus 14 plus 10 plus 2, ça fait bien 82. Ok, super. Bon, alors maintenant qu'on a cette configuration électronique du plomb, l'objectif ici c'est donc de remplir ce diagramme avec en tout 82 électrons. Alors ça va être un petit peu long évidemment. L'objectif ici c'est que j'ai dit qu'il fallait justifier, donc comment est-ce qu'on remplit ces diagrammes? Alors on le remplit évidemment avec la règle de Kleczkowski, mais en fait on va simplement venir copier ce qu'on a écrit là-haut, parce qu'on a déjà écrit ça grâce à la règle de Kleczkowski. Par contre ici ce qui est à préciser c'est qu'on va venir respecter la règle de Hund lors du remplissage, qui consiste donc à essayer de placer tous les électrons avec parallèle lorsqu'on peut en gros maximiser le speed global de la configuration électronique. Donc bon on va commencer par remplir la couche 1S. Donc voilà, on met 2 électrons, un spin up, un spin down. Ensuite on remplit la 2S. Alors comment est-ce qu'on sait classer la 1S, comment est-ce qu'on sait classer la 2S? On peut voir qu'ici, évidemment on se souvient que la couche qui a l'énergie la plus basse, c'est la couche avec N le plus petit. C'est ce qu'on a pu voir, parce que si on se souvient, l'énergie c'est moins 13,6 sur n carré. Et de toute manière, ici on voit qu'on a une couche qui possède une seule orbitale. Ici on voit qu'on a une couche qui possède en fait deux sous-couches, une de 1, une de 3. Ici on a une couche qui possède trois sous-couches, une de 1, une de 3, une de 5, etc. Donc ici on peut se douter qu'on a la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4. Et les sous-couches 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Okay. Donc il suffit juste donc de remplir. Donc ensuite on a rempli la 2S. La 2P elle va se remplir. Alors ça évidemment les correcteurs peuvent pas le savoir, mais si vous êtes à l'oral c'est important de le montrer. On commence par placer nos 3 spins parallèles. Ensuite on a donc la 3S, puis la 3P. Encore une fois on commence par avoir nos 3 spins parallèles. Attention encore une fois ici, évidemment si vous êtes à l'écrit ça va pas changer grand chose, mais si vous êtes à l'oral c'est important de commencer par remplir la 4S avant de remplir la 3D. Ici en tout j'ai déjà placé 18 électrons, je suis déjà à la 3P. Donc ensuite il faut que je commence à remplir la 4S. Avant de commencer à remplir la 3D. Donc encore une fois, on va tout mettre parallèle. Super. Ensuite, l'étape d'après, c'est donc de remplir la 4P. Ok, là du coup vous voyez peut-être qu'il y a un souci, c'est que j'ai oublié de représenter les couches 5 et 6. Donc on est vraiment sur un professionnalisme super important. Donc évidemment j'ai oublié de représenter les couches 5 et 6, je le préciserai au montage. Donc du coup notre couche 5, alors évidemment je vais pas non plus avoir la place de fou, mais du coup on a 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas représenter la couche 5F parce qu'elle va pas être remplie et sinon je vais avoir pas assez de place. Et ensuite je vais représenter la couche 6.
3. Voilà, super. Voilà, donc évidemment on a aussi la 5F, alors, on aurait aussi du coup la 5F qui va rester vide, et puis la 6D et la 6F qui vont rester vides également. Ok. Donc là du coup j'en étais où j'en étais à le remplissage de la 4P. Donc juste après la 4P on sait qu'il faut qu'on remplisse la 5S, donc la 5S elle est là. Après la 5S on a la 4D, donc la 4D elle est juste ici. Encore une fois on remplit tout avec les spins parallèles selon la règle de Hund. C'est super. Ok. Ensuite, une fois qu'on a donc fait une fois qu'on a fait la 4D, bon bah il faut qu'on fasse la 5P. Donc la 5P elle se situe là. Encore une fois, on remplit tout parallèle avec la règle de Hund. Ok, c'est super. Et ensuite après ça, bah du coup, on voit qu'on a donc 6 S2, puis 4 F14. Encore une fois, tout parallèle selon la règle de Hund. Il n'y en a plus trop la place. Ok. Et enfin 5D10, avant de finir par 6P2. Donc 5D10, encore une fois, on remplit tout parallèle. Et enfin 6P2, et donc cette fois-ci, attention, on laisse bien les deux derniers électrons parallèles. Ok, donc là on a mis 80 électrons, c'était long, mais bon bah il faut bien. Il faut bien. Enfin, du coup, dernière question, eh bien, c'est d'essayer d'entourer les différents électrons avec ces différents nombres quantiques. Donc là, c'est pour essayer de comprendre exactement en quoi est-ce que le dessin qu'on a fait là est une représentation fidèle de la quantification des électrons par les 4 nombres quantiques. Le premier, c'est donc l'électron avec les coordonnées n égale 3, l égale 2, ml égale -1, ms égale -1,5. N égale 3, on sait qu'on va donc devoir aller le chercher sur la troisième couche électronique, qui se trouve donc ici. L égale 2, on sait qu'on doit donc aller le chercher sur la couche D, donc composée de 5 orbitales. Ml égale -1, alors bon bah du coup ça va être l'une des 5, évidemment elle ne se distingue pas. Par convention, on va considérer qu'on a -2 à gauche, puis -1, puis 0, puis 1, puis 2. Donc ici -1 ça va être l'orbital qui est juste ici. Et ms égale -1,5, c'est donc l'électron qui a par représentation le spin vers le bas. Le premier électron E1, ça va donc être celui-là. Okay. Le deuxième électron c'est n égale 4, n égale 4 on est donc sur cette couche là, L égale 3 on est donc cette fois-ci sur une couche qui est la couche F, ml égale 2 on va donc aller, évidemment ici ml peut aller entre -3 et 3, donc en fait ml égale 2 c'est l'avant-dernier, donc c'est parmi ces deux là, et ms égale 1,5 c'est donc l'électron qui a le spin up, on a donc ici E2. Et enfin, n égale 4, L égale 1, ml égale 0 et ms égale 1,5. N égale 4, on est donc de nouveau sur cette couche-là. L égale 1, on est donc cette fois-ci sur une couche qui est P. Super. ml égale 0, on est donc sur l'orbital P du milieu. Et ms égale 1,5, on a donc quelque chose qui est vers le haut. On est donc sur cet électron-là. Ça, c'est E3. Ok, super. Bon bah voilà, vous voyez qu'au final, avec ça, on est capable de maîtriser donc, tout ce qui est configuration électronique des différents atomes. On voit évidemment que tout ça, c'est in fine des trucs qui vont pas être le plus important possible, notamment en orga, parce qu'on va pas écrire ça tous les jours, mais ça reste l'une des fondations de l'orga qui est intéressant pour essayer de comprendre un petit peu comment vont pouvoir interagir comment vont pouvoir agir des atomes entre eux. Je vous propose suite à ça un rapide complément concernant les configurations électroniques des ions. Et oui, c'est important. Alors pourquoi non parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a... alors c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément parlé dans la vidéo précédente, c'est pour ça que je m'autorise à faire des petits compléments dans ce genre de vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe donc lorsqu'on rajoute donc des ions, enfin en gros qu'est-ce qui se passe quand on va venir commencer à enlever ou rajouter des électrons au niveau de notre configuration électronique. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe si je m'autorise l'ion Ag+. Ag+, qui n'a donc plus que 46 électrons. Alors je vais bien sûr toujours avoir la configuration électronique du gaz noble le précédent, à savoir le krypton. 36. Et ensuite, du coup, on se souvient que j'avais initialement 5S, 1 et 4D10. Initialement, j'avais ça. La question maintenant, c'est que je vais devoir enlever ici un électron, parce que je passe à Ag+. La question, c'est donc où est-ce que j'enlève mon électron. Alors, on se doute bien qu'on va venir enlever, a priori, l'électron qu'on a mis en dernier, donc plutôt un électron de la couche externe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir enlever, ici précisément, l'électron 5S. C'est cet électron-là qu'on enlève, et on va donc passer à un 5S0. La règle en fait globale, c'est donc qu'on va venir, quand on crée un ion, enlever l'électron de la couche la plus externe. Et ici, la couche la plus externe, attention, même si techniquement on est en train de remplir la 4D, la couche la plus externe, pour autant, c'est bien la couche 5. Parce que c'est la couche qui a un numéro n le plus grand. Donc en fait, lorsqu'on crée un ion, on enlève l'électron, on enlève les électrons, en commençant par n le plus grand, rempli bien sûr, et L le plus grand.
Et c'est d'abord n le plus grand, évidemment. On voit qu'ici on n'a pas un critère de n plus l, c'est vraiment n le plus grand puis l le plus grand. Ici n le plus grand c'est 5, n le plus grand c'est 0, donc on enlève un 5s. Ça permet de comprendre également ce genre de configuration, pourquoi est-ce qu'il y a certains ions qui sont particulièrement stables par rapport à d'autres. Ici par exemple, l'ion Ag+, c'est un ion qui est vraiment stable, et en effet c'est cool, parce que là on voit qu'on a que des couches qui sont remplies. Donc c'est pas mal. Évidemment, l'ion Ag2+, ce serait pas fou parce qu'on aurait du 4D9, donc ça commence à pas être fou. Vous voyez un petit peu l'idée. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci quand on rajoute des électrons? Bon bah quand on rajoute des électrons, on peut s'en douter, on va venir simplement compléter le rajout d'électrons selon la règle de Kleczkowski. Donc lorsqu'on rajoute des électrons, donc par exemple que je vais considérer l'ion Cl-, et ben je vais simplement venir rajouter un électron selon Kleczkowski. Rajouter un E- selon la règle de Kleczkowski. Kleczkowski. Par exemple, du coup, pour Cl-, ça va être la configuration du gaz précédent, donc néon 10, auquel on va avoir du 3s2, 3p6, au lieu de 3p5. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on gère les configurations électroniques des ions. Alors ça, c'est en réalité sans pratique, parce qu'il y a des moments, évidemment, vous vous doutez bien, il y a des petits cas particuliers et c'est relou, mais en gros, c'est ce qui se passe. Et c'est en pratique, eh bien, la seule tendance qu'on peut vraiment essayer de dégager, et c'est une tendance qui est plutôt très générale. Il y a évidemment quelques exceptions, mais c'est plutôt très général. Ce genre de truc, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que des ions qui sont stables par rapport à d'autres. Alors par exemple, si je m'intéresse au zinc, le zinc, son numéro atomique, c'est 30. La configuration électronique, ça va donc être celle du gaz noble précédent, donc on est sur l'argon 18. Ensuite, on a du 4s2, 3d10, 3d10, pardon. Ok. La question, c'est donc, quand je vais enlever des ions pour mon zinc, bah, j'ai commencé à enlever ici des ions qui sont eh bien, donc sur n le plus grand, donc c'est-à-dire 4, puis l le plus grand, c'est-à-dire 4s. Et donc bah, cette fois-ci, on voit qu'en gros, alors j'ai la configuration 4s qui est pleine et 3d qui est pleine. Est-ce que l'ion zinc plus a des chances d'être stable? Bah, pas tellement. Pas tellement parce que je vais laisser une orbitale qui va être à demi remplie, donc c'est pas fou. Par contre, zinc de plus, je vais enlever 2 électrons, je vais enlever mes 2 électrons de ma couche 4s, qui va donc se retrouver vide. J'ai donc de fortes chances d'avoir eh bien, un atome qui est plutôt stable. Donc zinc de plus, ça a des chances d'être stable. Et devinez quoi? Zinc de plus, c'est plutôt stable. Voilà, c'est le genre de réflexion qu'on peut faire pour essayer de déterminer quels métaux et quels ions ont le plus de chances d'exister. Typiquement, ça nous permet de savoir que c'est le moins, c'est plutôt bien, que zinc de plus, c'est plutôt bien, et on pourrait de la même manière essayer de retrouver par exemple que cuivre plus, c'est bien. Comment est-ce qu'on peut retrouver que cuivre plus, c'est bien? Cuivre, c'est juste avant le zinc, donc 29. On aurait donc du argon 18 et du 4s2, 3d10, 3d9 selon la règle de Kleczkowski. C'est que bon bah du coup je m'en souviens, quand on a du 4s quelque chose et du 3d9, bah, en fait on a tendance à plutôt compléter notre truc en 3d10 et enlever un électron de la couche 4s. Donc en fait on va avoir du 4s1, 3d10. Ok. Et du coup bon ici on voit qu'on a un seul électron dans la couche 4s1. On a donc bien envie de l'enlever et donc on a bien envie d'en déduire que l'ion stable c'est Cu+. Et devinez quoi, Cu+, bah en effet ouais c'est plutôt stable. L'ion cuivre 1 ça marche bien. Alors le cuivre 2 ça marche bien aussi. Parce que du coup cette fois-ci on pourrait se mettre à enlever un électron de la couche 3D, ou du coup enlever les 2 électrons de la couche 4s. Vous voyez qu'in fine il y a quand même une histoire ici de 2 électrons quelque part. Donc cuivre 2+, ça pourrait bien marcher. Mais en tout cas, cette configuration électronique nous permet d'assurer que cuivre plus marche bien. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le genre de trucs qui sont plutôt forts. Et enfin, dernier point de vocabulaire sur lequel j'aimerais revenir, c'est concernant ce qu'on appelle les électrons de valence et les électrons de cœur. Je vais reprendre une configuration électronique tout à fait classique comme le sélénium. Les électrons de cœur, c'est tous les électrons qui ne vont pas nous intéresser en orga, parce que c'est tous les électrons qui sont sur des couches pleines. Donc, par exemple ici, le 1s2, c'est des électrons qui sont sur des couches pleines, largement proches du noyau. Il y a 50 000 électrons qui sont plus éloignés du noyau que ces deux-là, et donc aucune chance que ces deux électrons soient réactifs d'une quelconque manière en chimie orga. Donc ces électrons-là, on va les appeler les électrons de cœur, c'est des électrons qui en fait ne nous intéressent pas. Et après on a des électrons qu'on va appeler électrons de valence. Ceux-là, c'est donc tous les électrons qui sont sur les couches, en fait, qui sont sur la dernière couche électronique, qui soit est en cours de remplissage, soit en fait, ouais, c'est ça, en gros, c'est la dernière couche pleine ou la dernière sous-couche qui est en cours de remplissage. Donc en gros, je vais essayer de prendre des exemples. Pour le sélénium ici, on voit que la dernière couche qui est en cours de remplissage, c'est la couche 4, et plus précisément, c'est la sous-couche 4p. Donc évidemment, tous les électrons 4p vont être eh bien, des électrons de valence. Mais en même temps, on voit que la 4p, bah, ça appartient à la couche numéro 4, et donc en fait tous les électrons de la couche 4 vont être des électrons de valence. Donc 4s2, 4p4 sont des électrons de valence. Ici, pour l'argent, alors si on respectait la règle de Kleczkowski, les électrons de valence seraient 4d9, parce que c'est la dernière sous-couche en termes de remplissage, et du coup on s'intéresse à toute la couche électronique derrière, donc aussi 5s2. Ça c'était si on respectait la règle de Kleczkowski. En réalité on ne la respecte pas,
Du coup, puisque 4D10 est pleine, et du coup en fait ici on voit qu'on a une couche qui est pleine, donc la seule couche en cours de remplissage c'est la 5s1, et donc cette fois-ci on aura un seul électron de valence, c'est l'électron 5s1. Dans le cas du plomb, les électrons de valence ont évidemment 4f14 et 5d10 qui sont déjà complètes. La dernière couche en cours de remplissage c'est donc la couche 6p2, et en parallèle on va également avoir 6s2 qui vont être des électrons de valence, puisque du coup on est sur les mêmes couches électroniques sur 6p2 et 6s2. Cette notion d'électron de valence et électron de cœur, alors évidemment, ce que je n'ai pas précisé, c'est que tous les électrons qui ne sont pas valence vont être des électrons de cœur. Alors, je ne sais pas si j'ai un stylo vert. J'ai un stylo vert à portée de main, super. Et donc, par exemple, ceux-là vont être électrons de cœur, et tous ceux-là vont être électrons de cœur aussi. Au moins de cœur. Au moins de valence. Alors, cet intérêt, moins de valence. Alors, cette distinction électron de cœur, électron de valence, c'est la dernière distinction qui est un peu importante. Parce qu'en gros, en fait, on va pouvoir considérer de manière assez fidèlement que tous les électrons de valence vont être les électrons qui vont être actifs en chimie orga, parce que c'est les électrons qui sont les plus éloignés du noyau. Et les électrons de cœur, eux, ils sont bien au chaud, bien complets, ils ont bien bétonné tout ce qu'ils avaient bétonné, et donc ils vont être pas du tout actifs. Ok, voilà, donc c'était les petits exercices et les compléments sur la deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va continuer de s'intéresser au tableau périodique, et on va essayer de voir quelques propriétés des atomes. Je vais sûrement essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes, évidemment j'ai du mal à parler peu, mais je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes sur les prochaines. Au lieu de faire des gros blocs de 50 minutes, peut-être faire des blocs d'un quart d'heure, ce sera peut-être mieux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que je vous retrouverai dans la suite de cette série. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à bientôt.